Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de l'aviation militaire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée du sous-lieutenant Pierre-Henri de Montclerc, pilote de chasse français, dont la carrière semblait terminée avant même d'avoir commencé. Rejeté par l'école de l'air pour inadaptation au vol de chasse, ce jeune homme têtu du Sud-Ouest allait pourtant écrire l'une des pages les plus brillantes de l'aviation de guerre française en déjouant, seul contre 30, une armada de chasseurs ennemis grâce à une ruse audacieuse qui défie encore aujourd'hui l'entendement. Cette histoire vraie de 1940 nous prouve qu'en aviation, l'intelligence et la ruse peuvent parfois triompher là où la force pure échoue. Montclerc nous enseigne que les inadaptés d'aujourd'hui peuvent devenir les héros de demain, pourvu qu'ils gardent foi en leurs capacités et osent penser différemment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'aviation militaire. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous a captivé et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vos encouragements nous motivent à continuer de partager ces témoignages extraordinaires du courage français. Préparez-vous à découvrir comment un pilote raté est devenu une légende de l'aviation. Le matin du 3 juin 1937, dans la cour d'honneur de l'école de l'air de Salon de Provence, le sous-lieutenant Pierre-Henri de Montclerc, 22 ans, originaire de Toulouse, recevait la nouvelle qui allait bouleverser sa vie. Il était officiellement exclu de la formation de pilote de chasse pour inadaptation caractérielle et technique au vol de combat. Cette sentence, prononcée par le colonel Durand devant ses camarades de promotion médusés, sonnait comme un glas pour ce jeune homme qui n'avait rêvé que d'aviation depuis l'enfance. Montclerc avait déclaré froidement l'instructeur-chef. « Vos résultats en vol sont insuffisants, votre discipline laisse à désirer, et votre tendance à l'improvisation représente un danger pour vos futurs équipiers. » Montclerc n'était pourtant pas un élève ordinaire. Fils d'un négociant en vin de Toulouse et petit-fils d'un as de l'escadrille Lafayette durant la Grande Guerre, il portait l'aviation dans son sang depuis sa plus tendre enfance. Diplômé de l'école polytechnique avec mention, doté d'une intelligence remarquable et d'un courage physique indéniable, il semblait destiné à une brillante carrière d'aviateur militaire. Malheureusement, son tempérament indépendant, son mépris des conventions militaires rigides, et surtout sa fâcheuse tendance à modifier spontanément les manœuvres d'entraînement, avaient rapidement indisposé ses instructeurs traditionnalistes. Pierre-Henri improvise constamment, notait son instructeur principal, le capitaine Moreau, dans son rapport d'évaluation finale. Il refuse de suivre scrupuleusement les procédures établies, invente des tactiques personnelles non autorisées et semble considérer que les règlements ne s'appliquent pas à lui. Bien qu'il possède indéniablement des qualités de pilotage naturelles, son manque de discipline en fait un élément imprévisible et dangereux pour l'efficacité d'une escadrille de chasse. Cette appréciation sévère, bien qu'injuste, reflétait l'inadéquation entre un esprit créatif et un système d'instruction militaire fondé sur la standardisation et l'obéissance aveugle. L'exclusion de Montclerc de l'école de l'air provoqua un scandale dans sa famille toulousaine. Son père, Henri de Montclerc, héros de Verdun et Croix de guerre 1914-1918, ne comprenait pas comment son fils pouvait échouer là où lui-même avait excellé. « Tu déshonores le nom de notre famille », lui reprocha-t-il amèrement lors d'une confrontation orageuse dans le salon familial. « Ton grand-père maternel est mort pour la France dans les cieux de Champagne. Et toi, tu n'es même pas capable de terminer ton instruction de base. » Ces paroles blessantes marquèrent profondément le jeune homme, renforçant sa détermination à prouver sa valeur malgré ce revers humiliant. Refusant d'accepter cette défaite, Montclerc entreprit alors une démarche inhabituelle qui révélait déjà son caractère exceptionnel. Il demanda sa mutation dans l'aviation de transport, service considéré comme moins prestigieux, mais qui lui permettrait de continuer à voler et d'attendre une opportunité de rachat. « Si je ne peux pas chasser l'ennemi, » déclara-t-il à son ami d'enfance Jacques Dumont, « au moins je pourrai servir la France dans les airs et prouver qu'ils se sont trompés sur mon compte. » Cette philosophie pragmatique masquait une ambition intacte et une soif de revanche qui allèrent bientôt trouver leur expression. Sa mutation à la 3e escadrille de transport, basée à Istres, fut vécue comme un exil par ses anciens camarades de l'école de l'air, dont beaucoup étaient désormais affectés dans de prestigieuses unités de chasse. Montclerc se retrouvait à piloter des blocs MB 220
avion de transport bimoteur lourd et peu manœuvrable, mission qu'il accepta avec une dignité stoïque tout en nourrissant secrètement l'espoir d'une seconde chance. Les avions de transport, philosophait-il, m'apprendront peut-être des choses que les chasseurs ignorent. Chaque expérience de vol enrichit un pilote. L'année 1938 s'écoula dans cette routine de pilote de transport, Moncler accumulant les heures de vol sur des missions logistiques entre les différentes bases françaises. Cependant, cette période apparemment monotone lui permit de développer des compétences uniques, navigation de précision, vol par mauvais temps, gestion des pannes en vol, et surtout une connaissance intime du territoire français vu d'en haut. Ces aptitudes, acquises loin des projecteurs de l'aviation de chasse, allèrent se révéler cruciales dans l'épreuve qui l'attendait. En septembre 1939, quand la France déclara la guerre à l'Allemagne nazie, Moncler vit enfin s'ouvrir la perspective d'une revanche. La mobilisation générale créait des besoins urgents en pilotes expérimentés, et les critères de sélection s'assouplissaient face à la nécessité militaire. Cette guerre, confia-t-il à son journal personnel, sera peut-être ma chance de prouver que l'école de l'air s'est trompée. Un pilote ne se juge pas dans une salle de classe, mais face à l'ennemi. Cette détermination farouche allait bientôt être mise à l'épreuve dans des circonstances extraordinaires. Le commandant Lebrun, nouveau chef d'état-major de l'aviation de chasse, homme pragmatique qui privilégiait l'efficacité sur les considérations de prestige, remarqua le dossier de Moncler lors d'une révision générale des effectifs disponibles. Ce pilote a 500 heures de vol, nota-t-il. C'est plus que la plupart de nos jeunes chasseurs fraîchement brevetés. Son exclusion de l'école de l'air remonte à 3 ans. Peut-être mérite-t-il une seconde chance. Cette observation bienveillante allait changer le destin du jeune Toulousain. En avril 1940, alors que l'offensive allemande se préparait à déferler sur la France, Moncler reçut l'ordre de mutation qui allait transformer sa vie. Affectation à la 3e escadrille de chasse, équipée de Morane-Saulnier MS 406, chasseur français de première ligne face au redoutable Messerschmitt allemand. Votre heure de vérité arrive, Moncler, lui annonça solennellement le colonel Martin lors de sa prise de fonction. Montrez-nous que nous nous sommes trompés sur votre compte, ou confirmez définitivement votre inadaptation au combat aérien. Cette affectation, obtenue de haute lutte, représentait bien plus qu'une simple mutation militaire. C'était l'opportunité de racheter 3 années d'humiliation, de prouver sa valeur face aux sceptiques, et surtout de servir enfin la France selon sa vocation profonde. Moncler arriva à sa nouvelle base avec la détermination d'un homme qui n'aurait pas de seconde chance, et la maturité forgée par l'adversité. Il ne savait pas encore qu'il allait bientôt vivre l'aventure la plus extraordinaire de sa carrière, défiant seul contre 30 les meilleurs pilotes de la Luftwaffe dans un combat aérien qui défiait toutes les lois de la guerre aérienne. L'arrivée de Moncler à la base aérienne de Reims-Champagne, le 8 mai 1940, 2 jours avant le déclenchement de l'offensive allemande, fut accueillie avec un mélange de curiosité et de scepticisme par ses nouveaux camarades de la 3e escadrille de chasse. Le capitaine Dubois, commandant de l'unité, avait été informé du passé controversé de son nouveau pilote par une note confidentielle de l'état-major. « Messieurs », annonça-t-il lors de la présentation officielle, le sous-lieutenant de Moncler nous rejoint avec une expérience substantielle de pilote de transport. Nous espérons qu'il saura adapter ses compétences aux exigences du combat aérien. Cette formulation diplomatique masquait mal les réserves du commandant sur les capacités combatives de son nouveau subordonné. Les autres pilotes de l'escadrille, jeunes diplômés de l'école de l'air pour la plupart, accueillirent Moncler avec la condescendance polie réservée aux pilotes de seconde zone. Le lieutenant Garcin, à ce naissant crédité de 3 victoires aériennes durant la drôle de guerre, résuma l'opinion générale. Un pilote de transport qui passe en chasse à 25 ans, c'est plutôt inhabituel. J'espère qu'il ne nous ralentira pas quand les choses sérieuses commenceront. Ces remarques blessantes, bien qu'exprimées sans méchanceté, rappelaient cruellement à Moncler son statut de paria dans l'aristocratie de l'aviation de chasse française. Son premier contact avec le Morane-Saulnier MS 406 révéla immédiatement les lacunes de sa formation initiale en vol de combat. Cet avion, bien qu'inférieur au Messerschmitt 109 allemand, en vitesse pure et en taux de montée, restait un chasseur redoutable entre les mains d'un pilote expérimenté. Équipé d'un moteur Hispano-Suiza 12 X-Like 31 de 860 chevaux et armé d'un canon Hispano-Suiza
de 20 mm, tirant à travers l'hélice plus de 2 mitrailleuses Mac 1934, de 7,5 mm, le MS 406 exigeait une maîtrise technique et tactique que ne possédait pas encore Moncler. Ses premiers vols d'entraînement, sous la supervision du sergent-chef Moreau, homonyme de son ancien instructeur mais d'un caractère plus compréhensif, révélèrent des lacunes techniques évidentes. Lieutenant, observa patiemment Moreau après un exercice de tir particulièrement décevant. Vous pilotez encore comme sur un avion de transport. En chasse, il faut penser 3 dimensions. Anticiper les manœuvres adverses. Économiser ses munitions. Votre expérience du pilotage est excellente, mais il faut maintenant apprendre à chasser. Ces conseils bienveillants étaient accueillis avec reconnaissance par un Moncler conscient de ses déficiences. Cependant, son expérience de pilote de transport lui conférait certains avantages que ses camarades plus jeunes ne possédaient pas. Sa connaissance intime du territoire français, acquise durant des centaines d'heures de navigation, lui donnait une maîtrise géographique exceptionnelle qui pourrait se révéler cruciale en cas de combat au-dessus du territoire national. De plus, sa maturité et son calme en situation de stress, forgés par 3 années de vol dans des conditions météorologiques difficiles, constituaient des atouts précieux pour un pilote de chasse. Le 10 mai 1940, à 4h35 du matin, l'attaque allemande contre la France, la Belgique et les Pays-Bas transforma brutalement l'atmosphère de la base. Les sirènes d'alerte générale arrachèrent les pilotes à leur sommeil, les projetant dans une guerre aérienne d'une intensité inouïe. Moncler, réveillé en sursaut dans sa chambrée spartiate, éprouva un mélange d'appréhension et d'excitation. Après 3 années d'attente et d'humiliation, son heure de vérité arrivait enfin. Le premier briefing de guerre, tenu dans la salle d'opérations enfumée de la base, révéla l'ampleur de l'offensive ennemie. Le commandant Lebrun, arrivé spécialement de l'état-major, déploya ses cartes avec une gravité qui glaçait les pilotes assemblés. « Messieurs, annonça-t-il sombrement, l'ennemi attaque sur tout le front avec plus de 3000 avions. Nos forces aériennes, inférieures en nombre, devront compenser par la qualité et l'audace. Chaque pilote, chaque avion compte désormais. » Ces paroles résonnaient comme un défi personnel pour Moncler, conscient qu'il lui faudrait prouver sa valeur dès les premières missions. Sa première sortie opérationnelle, programmée pour 14 ans le jour même, consistait en une patrouille de reconnaissance au-dessus des Ardennes belges, zone où l'offensive blindée allemande progressait rapidement vers Sedan. L'escadrille, volant en formation de 12 MS 406, avait pour mission de localiser et de harceler les colonnes blindées ennemies, tout en évitant le combat avec la chasse adverse, nettement supérieure en nombre. « Évitez les engagements prolongés », insista le capitaine Dubois. « Notre rôle est d'observer et de renseigner, pas de livrer bataille. » Moncler, relégué en queue de formation comme il convenait à un néophyte, observait le paysage de guerre qui se déployait sous ses ailes avec une fascination mêlée d'horreur. Les routes belges fourmillaient de réfugiés fuyant l'avance allemande, longues colonnes humaines qui rappelaient tragiquement l'exode de 1914. Au loin, les panaches de fumée noire marquaient l'emplacement des combats terrestres, tandis que l'absence notable d'avions alliés dans le ciel soulignait la supériorité aérienne allemande naissante. C'est lors de cette première mission que Moncler aperçut pour la première fois les redoutables Messerschmitt 109 de la Luftwaffe. 6 chasseurs allemands patrouillaient à haute altitude, leurs silhouettes angulaires se détachant contre les nuages printaniers. « Bandit à 3 heures, altitude supérieure », signala calmement le lieutenant Garcin. La formation française modifia immédiatement sa trajectoire pour éviter l'interception. Manœuvre d'évitement qui frustrait Moncler mais correspondait à la stratégie de préservation des forces imposée par l'infériorité numérique française. Cette première mission se termina sans combat, mais elle permit à Moncler de mesurer concrètement l'ampleur du défi qui attendait l'aviation française. Les Allemands contrôlaient déjà largement l'espace aérien, leur formation nombreuse et disciplinée, patrouillant méthodiquement au-dessus du champ de bataille. « Nous sommes en infériorité », confia-t-il à son journal ce soir-là. Mais peut-être que cette situation désespérée permettra aux plus créatifs d'entre nous de faire la différence. Les batailles impossibles ont parfois des héros inattendus. Cette prémonition allait se révéler prophétique, car dans moins de 48 heures, Moncler allait affronter seul une formation de 30 chasseurs allemands dans un combat qui défierait toutes les lois de la guerre aérienne et transformerait le pilote rejeté en légende de l'aviation française.
Le matin du 12 mai 1940 se leva gris et pluvieux sur la base de Reims-Champagne, météo peu favorable aux opérations aériennes, mais qui n'empêcha pas l'état-major de programmer une mission de reconnaissance urgente au-dessus de Sedan. Les forces blindées allemandes du général Guderian venaient de percer les lignes françaises dans ce secteur crucial, créant une brèche béante dans le dispositif défensif allié. L'aviation française, malgré ses moyens limités, devait absolument évaluer l'ampleur de cette percée et tenter de ralentir l'avance ennemie par des attaques au sol. Moncler fut désigné pour une mission solo particulièrement périlleuse, reconnaissance photographique à basse altitude des ponts de franchissement allemands sur la Meuse. Mission qui nécessitait de voler seul au-dessus du territoire contrôlé par l'ennemi. Lieutenant, lui expliqua le capitaine Dubois en lui remettant ses ordres de mission. Cette reconnaissance est cruciale pour l'état-major. Les photos que vous ramènerez détermineront peut-être nos contre-attaques des prochains jours. Volez bas, volez vite, et surtout, évitez le combat à tout prix. Ces instructions, apparemment simples, cachaient en réalité une mission quasi suicidaire. Le MS 406 de Moncler, équipé d'un appareil photographique spécialement installé derrière le cockpit, décolla à 9h15 par une visibilité réduite qui offrait paradoxalement une protection relative contre l'interception ennemie. Volant seul à 150 mètres d'altitude pour éviter la détection radar, Moncler progressait vers Sedan en utilisant sa connaissance intime du terrain acquise durant ses années de pilote de transport. Cette expérience géographique, autrefois méprisée par ses collègues, devenait soudain un atout décisif. Arrivé au-dessus de Sedan vers 10h30, Moncler découvrit un spectacle qui le glaça d'effroi. Des centaines de chars allemands traversaient méthodiquement la Meuse sur des ponts de fortune, créant une tête de pont massive qui menaçait directement Paris. Les photos qu'il prit révélaient l'ampleur catastrophique de la percée allemande. Information stratégique de première importance pour l'état-major français. Cependant, cette mission photographique allait se transformer en cauchemar quand il aperçut, se dirigeant droit vers lui, une formation massive de chasseurs allemands. 30 Messerschmitt 109E de la prestigieuse JG2 Richthofen, dirigée par l'Hauptmann Werner Müller, as allemand crédité de 27 victoires, patrouillaient au-dessus de la zone de percée pour protéger les opérations terrestres. L'apparition soudaine d'un chasseur français solitaire au-dessus de leur tête déclencha immédiatement une chasse impitoyable. « Achtung, französischer Jäger, all Maschinen im Angriff !» ordonna Müller dans son radio, lançant ses 30 chasseurs à la poursuite du témoin gênant. Moncler, voyant fondre sur lui cette armada aérienne, comprit instantanément qu'il n'avait aucune chance de s'échapper par la vitesse ou la manœuvrabilité classique. Son MS 406, inférieur en performance pure au Messerschmitt, serait rapidement rattrapé et abattu s'il tentait une fuite conventionnelle. C'est alors que son intelligence tactique exceptionnelle et son tempérament créatif, autrefois considérés comme des défauts par l'école de l'air, allèrent se révéler ses plus grands atouts pour survivre à cette situation désespérée. Au lieu de fuir vers les lignes françaises comme l'aurait fait tout pilote conventionnel, Moncler prit une décision aussi audacieuse qu'apparemment suicidaire. Il fonça directement vers le sol, piquant à la verticale vers une vallée encaissée qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir survolée des dizaines de fois durant ses missions de transport. Cette vallée, creusée par un affluent de la Meuse, offrait un relief complexe de collines boisées et de méandres qui pourraient masquer sa fuite s'il parvenait à y pénétrer avant d'être abattu. Il pique vers le sol. S'exclama l'oberlieutenant Schmitt, ailier de Müller, en voyant le chasseur français apparemment se suicider. Les Messerschmitt, lancés à plus de 500 km/h à haute altitude, entamèrent une poursuite en piqué, certains de rattraper facilement leur proie avant qu'elle n'atteigne le sol. Cependant, ils sous-estimaient gravement l'expérience de vol à basse altitude de Moncler, acquise durant des années de navigation de transport par tous les temps. Arrivé à moins de 50 mètres du sol, Moncler redressement brutalement son appareil et se faufila dans la vallée encaissée à une vitesse et à une altitude qui défiaient toutes les règles de sécurité aérienne. Volant entre les collines boisées, rasant les toits des villages, évitant les clochers et les lignes électriques avec une précision millimétrique, il utilisait le relief comme bouclier contre ses poursuivants. Cette technique de vol extrêmement dangereuse nécessitait une connaissance parfaite du terrain et un calme absolu que peu de pilotes possédaient. Les Messerschmitt allemands, habitués au combat à haute altitude,
se trouvaient soudain dans leur élément le moins favorable. Leurs avions, optimisés pour la vitesse et l'altitude, perdaient leur avantage tactique dans cet environnement de vol ras du sol, où la moindre erreur de pilotage était fatale. De plus, leur nombre, qui constituait normalement un atout décisif, devenait un handicap dans l'espace restreint de la vallée où ils risquaient constamment de se percuter entre eux. Moncler, exploitant magistralement ses avantages tactiques, commença à jouer avec ses poursuivants comme un matador avec des taureaux. Il utilisait chaque pli de terrain, chaque bosquet, chaque méandre de rivière pour disparaître momentanément de la vue des Allemands, réapparaissant quelques secondes plus tard à un endroit inattendu. Cette danse mortelle à basse altitude, où l'intelligence tactique remplaçait la puissance brute, illustrait parfaitement comment un pilote créatif pouvait retourner une situation désespérée à son avantage. Après 20 minutes de cette poursuite infernale, plusieurs Messerschmitt avaient dû abandonner la chasse, soit par manque de carburant, soit par peur de s'écraser dans ce relief hostile. Müller lui-même, frustré par l'insaisissabilité de sa proie, ordonna à ses pilotes de prendre de l'altitude pour retrouver leurs conditions de combat optimales. Mais Moncler, loin d'avoir terminé sa démonstration, s'apprêtait à porter le coup de grâce de son plan tactique génial. Profitant de la remontée temporaire des Messerschmitt, qui tentaient de retrouver leur avantage d'altitude, Moncler exécuta la deuxième phase de son plan aussi audacieux qu'improbable. Au lieu de fuir vers les lignes françaises, maintenant qu'il avait semé une partie de ses poursuivants, il mit le cap vers l'est, en direction du territoire allemand. Manœuvre si inattendue qu'elle stupéfia littéralement les pilotes de la Luftwaffe. « Où va-t-il » s'interrogea l'Oberleutnant Richter en voyant le chasseur français s'éloigner de ses bases naturelles. Cette confusion tactique faisait partie intégrante de la stratégie de Moncler, qui misait sur l'effet de surprise totale. Le pilote français se dirigeait en réalité vers un objectif qu'il avait repéré lors de ses missions de transport d'avant-guerre. Un petit aérodrome allemand de campagne, probablement utilisé pour l'entraînement ou la logistique, situé dans une vallée isolée à une quinzaine de kilomètres au nord de Luxembourg. Cet aérodrome, qu'il avait mémorisé lors d'un vol d'égarement accidentel en 1938, offrait une piste d'atterrissage praticable entourée de hangars et de bâtiments qui pourraient servir à sa stratégie désespérée. Volant toujours à très basse altitude pour éviter la détection, Moncler atteignit l'aérodrome allemand vers 11h15, découvrant avec satisfaction qu'il abritait effectivement une douzaine d'avions allemands au sol, des Junkers Ju-88 de reconnaissance et quelques chasseurs Messerschmitt 110 en maintenance. La présence de personnel au sol et l'activité visible autour des hangars confirmaient que cette base était opérationnelle, élément crucial pour la réussite de son plan machiavélique. C'est alors que Moncler dévoila la ruse la plus audacieuse de sa carrière. Au lieu d'attaquer l'aérodrome allemand selon les tactiques conventionnelles, il exécuta un passage à très basse altitude au-dessus des installations tout en agitant ses ailes dans le code de reconnaissance internationale utilisé par tous les aviateurs européens. Cette manœuvre, d'une audace inouïe, visait à faire croire au personnel allemand qu'il était un pilote de la Luftwaffe en détresse, demandant l'autorisation d'atterrissage d'urgence. La ruse fonctionna au-delà de toutes ses espérances. Le contrôleur allemand de l'aérodrome, surpris par cette arrivée inattendue mais reconnaissant les signaux de détresse réglementaires, autorisa l'atterrissage de ce qu'il prenait pour un Messerschmitt endommagé. Les différences de silhouette entre le MS-406 français et les chasseurs allemands, bien que notables pour un spécialiste, passaient facilement inaperçues pour un observateur au sol sous stress. Notstandslandung bewilligt, transmis l'allemand par signaux lumineux, autorisant l'atterrissage d'urgence. Moncler posa son MS-406 sur la piste allemande avec la maîtrise technique qu'il avait développée durant ses années de pilote de transport. Une fois au sol, il roula rapidement vers la zone de parking où stationnaient les avions allemands, coupant son moteur près d'un groupe de Junkers Ju-88. Le personnel allemand au sol, trop occupé par leurs tâches de maintenance, ne prêtèrent aucune attention distraite à cet atterrissage qu'ils supposaient routinier. Pendant ce temps, les 30 Messerschmitt de Müller continuaient à chercher frénétiquement leur proie dans la vallée où ils l'avaient perdue de vue. Le Hauptmann allemand, furieux d'avoir été joué par un seul chasseur français, avait divisé ses forces en groupes de recherche ratissant systématiquement la région. « Trouvez-moi ce pilote français !» ordonnait-il rageusement dans son radio. « Il ne peut pas s'être évaporé. »
Cette recherche intensive monopolisait l'attention de toute la formation allemande, exactement comme l'avait calculé Moncler. Caché parmi les avions allemands sur l'aérodrome de campagne, Moncler observait discrètement l'activité autour de lui tout en préparant la troisième phase de son plan. Il avait noté la position des réservoirs de carburant, la disposition des hangars, et surtout l'emplacement du dépôt de munitions identifiable aux précautions de sécurité qui l'entouraient. Son objectif n'était plus seulement d'échapper à ses poursuivants, mais d'infliger un maximum de dommages à cette installation ennemie avant de regagner les lignes françaises. Après une attente de 15 minutes qui lui permit de mémoriser parfaitement la disposition de la base, Moncler redémarra discrètement son moteur et commença à rouler lentement vers la sortie de l'aérodrome. Le personnel allemand, habitué au mouvement d'avion, ne remarqua pas immédiatement que ce Messerschmitt manœuvrait de façon inhabituellement furtive. Quand un mécanicien se décida finalement à s'approcher pour identifier l'appareil, il était déjà trop tard. Moncler poussa brutalement les gaz, faisant rugir son moteur hispano-suiza, et décolla en urgence sous les yeux stupéfaits des Allemands, qui découvraient enfin qu'ils venaient d'héberger un chasseur ennemi. Mais au lieu de fuir immédiatement, le pilote français exécuta un virage serré et revint sur l'aérodrome en attaque au sol, mitraillant méthodiquement les avions en stationnement avec son canon de 20 mm et ses mitrailleuses de 5 mm. L'effet de surprise était total. Les Allemands, pris complètement au dépourvu par cette attaque venue de l'intérieur même de leur base, ne purent organiser aucune riposte efficace. Moncler détruisit ou endommagea gravement 8 avions au sol, incendia 2 réservoirs de carburant et toucha plusieurs bâtiments avant de prendre définitivement la fuite vers l'ouest. Cette attaque, d'une audace inouïe, causait des dommages matériels considérables mais surtout humiliait profondément la Luftwaffe. Quand Müller et ses Messerschmitt, alertés par la fumée et les explosions, arrivèrent enfin sur l'aérodrome attaqué, Moncler avait déjà disparu dans le paysage vallonné, utilisant de nouveau sa technique de vol à basse altitude pour échapper à leurs recherches. L'Hauptmann allemand, contemplant les décombres fumants de la base, dut admettre qu'il venait d'être magistralement joué par un seul pilote français dont la ruse et l'audace défaient toute logique militaire conventionnelle. Cette action d'éclat transformait instantanément Moncler de simple pilote de reconnaissance en héros national, mais surtout prouvait définitivement que l'intelligence tactique et la créativité pouvaient triompher de la supériorité numérique quand elles étaient mises au service d'un courage exceptionnel et d'une parfaite connaissance du terrain. Le vol de retour vers Reims-Champagne constitua pour Moncler une épreuve d'endurance et de navigation aussi périlleuse que le combat lui-même. Volant seul au ras du sol à travers un territoire partiellement contrôlé par l'ennemi, il devait éviter les patrouilles allemandes tout en économisant son carburant et en ménageant un moteur malmené par les acrobaties des dernières heures. Sa connaissance intime du paysage français, acquise durant ses années de pilote de transport, se révélait une fois de plus décisive pour survivre dans cette situation extrême. Suivant les vallées encaissées et les lignes de chemin de fer qu'il connaissait par cœur, Moncler progressait vers l'ouest par bonds successifs, se posant régulièrement derrière des collines ou dans des clairières pour vérifier l'absence de poursuivants. Cette technique de progression par étapes, inspirée des tactiques de guérilla aérienne qu'aucune école militaire n'enseignait, illustrait parfaitement son génie tactique intuitif. « Il me cherche dans le ciel », murmurait-il. « Mais moi je rampe sur terre comme un renard qui rentre au terrier. » Vers 13h30, alors qu'il survolait la région de Verdun, Moncler aperçut une formation de Stukas allemands, escortés par des Messerschmitt 110, qui se dirigeaient vers les lignes françaises. Cette découverte lui offrait l'opportunité d'ajouter un exploit supplémentaire à sa journée déjà exceptionnelle, prévenir les défenses françaises de cette attaque imminente. Abandonnant temporairement sa route vers Reims, il modifia son cap pour rejoindre au plus vite une base française équipée de radios. L'atterrissage sur l'aérodrome secondaire de Bar-le-Duc, vers 14h, provoqua une commotion considérable parmi le personnel de cette base de seconde ligne qui n'avait pas l'habitude de recevoir des chasseurs isolés. Le lieutenant-colonel Moreau, commandant de l'installation, fut alerté de l'arrivée de ce MS 406 au marquage familier, mais à l'aspect particulièrement éprouvé. « D'où diable sortez-vous, lieutenant ?» demanda-t-il en découvrant Moncler qui descendait de son cockpit avec la démarche raide d'un pilote épuisé. Le rapport que fit Moncler de sa mission stupéfia littéralement ses interlocuteurs.
L'idée qu'un seul pilote français ait pu non seulement échapper à 30 Messerschmitt, mais également détruire une base allemande en utilisant une ruse d'une audace inouïe, dépassait l'entendement des officiers habitués aux tactiques conventionnelles. « Lieutenant », déclara finalement Moreau, « si je ne voyais pas les impacts de balles sur votre avion et les photos dans votre appareil, je croirais à une histoire de bar d'escadrille. » Les clichés photographiques rapportés de Sedan révélaient effectivement l'ampleur de la percée allemande, avec une précision qui électrisa l'état-major français. Ces informations, transmises immédiatement au grand quartier général, confirmaient les pires craintes stratégiques tout en fournissant des détails tactiques cruciaux pour organiser les contre-attaques. Moncler avait non seulement survécu à l'impossible, mais rapporté des renseignements de première importance pour la défense nationale. Après un ravitaillement rapide et une vérification technique sommaire de son MS 406, Moncler redécolla vers 15h30 pour rejoindre enfin sa base d'origine. Le trajet final se déroula sans incident, mais le pilote restait vigilant, sachant que les Allemands devaient maintenant connaître son identité et chercheraient probablement à se venger de l'humiliation qu'il leur avait infligée. Cette prudence était justifiée. Plusieurs patrouilles ennemies sillonnaient effectivement la région à sa recherche. L'arrivée à Reims-Champagne vers 16h45 déclencha un véritable délire d'enthousiasme parmi les mécaniciens et pilotes de l'escadrille. La nouvelle des exploits de Moncler avait précédé son retour grâce aux communications radio, transformant l'ancien rejeté en héros instantané. Le capitaine Dubois, visiblement ému, accueillit personnellement son subordonné sur la piste. « Moncler, vous venez d'écrire une page d'histoire de l'aviation française. Votre action sera signalée aux plus hautes autorités. » Le lieutenant Garcin, qui avait accueilli Moncler avec condescendance quelques jours plus tôt, fut le premier à lui serrer chaleureusement la main. « Mon vieux, avoua-t-il sincèrement, je me suis complètement trompé sur votre compte. Ce que vous avez accompli aujourd'hui dépasse tout ce qu'on enseigne à l'école de l'air. Vous nous avez donné une leçon de courage et d'intelligence tactique. » Cette reconnaissance de ses pairs, si longtemps espérée, touchait Moncler plus profondément que toutes les décorations officielles. L'examen technique de son MS 406 révéla l'intensité du combat qu'il avait livré. L'appareil portait les traces de plusieurs impacts de balles de mitrailleuses allemandes, témoignant de la précision du tir ennemi et de la chance extraordinaire qui avait permis à Moncler de survivre. Le moteur, poussé au-delà de ses limites durant les acrobaties à basse altitude, nécessiterait une révision complète, mais avait tenu bon dans les moments critiques. Le soir même, Moncler rédigea son rapport de mission dans la sobriété qui caractérisait les documents militaires officiels, minimisant involontairement l'exceptionnalité de ses exploits. « Mission de reconnaissance photographique accomplie », écrivait-il simplement. « Objectif atteint malgré opposition ennemie importante. Cible d'opportunité engagée avec succès lors du retour. » Cette modestie naturelle contrastait avec l'ampleur réelle de son action, qui défiait toutes les probabilités statistiques du combat aérien. Dans son journal personnel, qu'il tenait fidèlement depuis le début de la guerre, Moncler se montrait plus expansif. « Aujourd'hui, j'ai prouvé que les jugements hâtifs de l'école de l'air étaient injustes. Mon inadaptation supposée au code militaire conventionnel s'est révélée être exactement ce qu'il fallait pour survivre à l'impossible. Parfois, il faut être différent pour faire la différence. » Cette réflexion philosophique révélait la maturité acquise par ce pilote transformé par l'épreuve. La nouvelle de l'exploit de Moncler se répandit rapidement dans toute l'aviation française, puis dans l'état-major interallié, créant une vague d'enthousiasme qui contrastait avec les nouvelles généralement pessimistes du front terrestre. Ce pilote rejeté était devenu en une journée un symbole d'espoir et de résistance créative face à la supériorité matérielle allemande, prouvant que l'intelligence et l'audace pouvaient encore triompher dans cette guerre moderne. Les conséquences de l'exploit de Moncler se manifestèrent rapidement à tous les échelons de la hiérarchie militaire française. Dès le lendemain matin, le 13 mai 1940, une délégation de l'état-major de l'armée de l'air arriva sur la base de Reims-Champagne pour interroger personnellement le pilote héroïque et analyser les circonstances exactes de sa mission. Le général d'armée aérienne Vuillemin en personne, commandant en chef de l'aviation française, tenait à rencontrer cet homme qui avait transformé une mission de routine en démonstration éclatante du génie tactique français. « Lieutenant de Moncler », déclara solennellement le général lors de l'entrevue dans le bureau du commandant de base, « votre action d'hier constitue l'un des faits d'armes les plus remarquables de cette guerre.
Non seulement vous avez rapporté des renseignements cruciaux, mais vous avez prouvé qu'un seul homme déterminé peut infliger des pertes significatives à l'ennemi grâce à l'intelligence tactique. Cette reconnaissance officielle au plus haut niveau consacrait définitivement la réhabilitation du pilote autrefois rejeté. L'analyse détaillée de la mission révéla des enseignements tactiques que l'état-major décida immédiatement de diffuser dans toute l'aviation française. Les techniques de vol à basse altitude développées par Moncler, son utilisation du relief comme protection, et surtout sa capacité à transformer une infériorité numérique en avantage tactique grâce à la ruse, constituaient des innovations doctrinales précieuses. Ces méthodes, observa le colonel Leroux, chef des opérations aériennes, pourraient révolutionner notre approche du combat aérien défensif. Cependant, la célébrité soudaine de Moncler créait aussi des problèmes inattendus. Les journalistes, malgré la censure militaire, avaient eu vent de cette histoire extraordinaire et réclamaient des interviews avec le héros du jour. L'état-major, conscient de la valeur propagandiste de cet exploit, organisa une conférence de presse soigneusement orchestrée où Moncler dut raconter son aventure devant une assemblée de correspondants de guerre ébahis par ce récit qui semblait tout droit sorti d'un roman d'aventure. « Messieurs de la presse », déclara Moncler avec la modestie qui le caractérisait, « j'ai simplement fait mon devoir d'officier français. Les circonstances exceptionnelles ont exigé des méthodes exceptionnelles, mais n'importe lequel de mes camarades pilotes aurait agi de même dans une situation similaire. Cette humilité naturelle, loin de diminuer son prestige, renforçait au contraire l'admiration que lui portaient ses contemporains, soldats et civils confondus. L'impact de cette histoire sur le moral de l'armée française fut considérable. À un moment où les nouvelles du front terrestre étaient uniformément mauvaises, avec la percée allemande qui s'amplifiait de jour en jour, l'exploit de Moncler offrait enfin une victoire française à célébrer. Les soldats de toutes armes se passaient l'histoire de ce pilote qui avait ridiculisé 30 Messerschmitt allemands, y trouvant une source d'inspiration pour leur propre résistance face à l'envahisseur. Du côté allemand, l'affaire provoquait des remous considérables dans la hiérarchie de la Luftwaffe. L'Hauptmann Müller, humilié par sa mésaventure, fut convoqué par ses supérieurs pour expliquer comment 30 chasseurs expérimentés avaient pu être joués par un seul adversaire. Cette histoire fait le tour de toutes les escadrilles, lui reprocha sévèrement l'Oberste Galland. Elle nuit gravement au prestige de notre aviation. Il faut absolument rattraper cette erreur. Cette pression hiérarchique allait pousser Müller à rechercher obsessionnellement une revanche. Moncler lui-même mesurait parfaitement les implications de sa notoriété soudaine. Il savait que les Allemands chercheraient désormais à l'abattre pour laver l'affront subi, ce qui rendrait ses futures missions particulièrement périlleuses. « Je suis devenu une cible prioritaire », confia-t-il au capitaine Dubois. « Ils voudront ma peau pour restaurer leur honneur. Il faudra redoubler de prudence lors des prochaines sorties. » Cette lucidité tactique témoignait de sa maturité militaire. La promotion de Moncler au grade de lieutenant arriva le 15 mai, accompagnée de la croix de guerre avec palme et de la promesse d'une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ces distinctions, méritées par son exploit exceptionnel, marquaient symboliquement sa pleine réintégration dans l'élite de l'aviation française. « Lieutenant Moncler », lui annonça le général Vuillemin, « vous incarnez désormais l'esprit français face à l'adversité. Votre exemple guidera notre résistance. » Parallèlement à ces reconnaissances officielles, Moncler recevait un courrier considérable de toute la France. Des lettres d'admiration d'anciens combattants de 1914-1918, des dessins d'enfants représentant son combat aérien, des poèmes de lycéens inspirés par ses exploits, témoignaient de l'impact populaire de son action. « Vous nous avez redonné confiance », écrivait un ouvrier parisien. « Si un seul homme peut battre 30 Allemands, alors nous pouvons gagner cette guerre. » Cette correspondance touchait profondément Moncler, qui découvrait le poids de la responsabilité symbolique que lui conférait sa célébrité. Il répondait personnellement à chaque lettre quand le temps le permettait, s'efforçant de maintenir le moral des Français civils par ses encouragements. « Nous nous battrons jusqu'au bout », promettait-il invariablement. « L'esprit français triomphera de la force brutale. » Ces mots, sincères mais prophétiques, prenaient une résonance particulière dans la débâcle qui s'annonçait. Cependant, l'euphorie de cette victoire individuelle ne pouvait masquer longtemps la réalité stratégique catastrophique de la campagne de France. Malgré les exploits isolés comme celui de Moncler, l'armée française s'effondrait sous les coups de boutoir de la Wehrmacht.
Le pilote héroïque allait bientôt découvrir que même les victoires les plus brillantes ne peuvent renverser le cours d'une guerre quand l'équilibre des forces est fondamentalement défavorable. Les jours suivant son exploit transformèrent radicalement l'existence de Moncler à la base de Reims-Champagne. Devenu instantanément la coqueluche de l'escadrille, il voyait ses camarades pilotes solliciter constamment ses conseils tactiques et techniques. Le lieutenant Garcin, particulièrement, cherchait à comprendre les méthodes de vol à basse altitude qui avaient permis à Moncler d'échapper au Messerschmitt. « Mon vieux », lui demandait-il avec une admiration sincère, « comment fais-tu pour voler à 50 mètres sans t'écraser ? Tu as des nerfs d'acier ou une technique particulière ?» Moncler partageait volontiers ses connaissances avec ses collègues, organisant des séances d'instruction informelles où il transmettait les leçons apprises durant ses années de pilote de transport. Le secret, expliquait-il patiemment, c'est de connaître parfaitement le terrain et de toujours anticiper 3 virages à l'avance. À basse altitude, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut que les réflexes soient parfaitement rodés. Ces cours improvisés transformaient progressivement les tactiques de toute l'escadrille, qui adoptait peu à peu les méthodes non conventionnelles de leur nouveau héros. Cependant, cette célébrité s'accompagnait de responsabilités nouvelles qui pesaient sur les épaules du jeune lieutenant. L'état-major lui confiait désormais les missions les plus délicates, estimant que ses compétences exceptionnelles méritaient d'être utilisées sur les objectifs les plus importants. Chaque sortie devenait un événement. Chaque retour était scruté anxieusement par ses camarades qui s'étaient habitués à vivre par procuration ses exploits successifs. Le 18 mai 1940, Moncler reçut l'ordre de mission qui allait marquer définitivement sa légende. Une reconnaissance photographique ultra-secrète des positions allemandes autour de Cambrai, ville stratégique où se préparait une contre-attaque française majeure. Cette mission d'une importance capitale pour le général de Gaulle qui dirigeait la 4e division cuirassée nécessitait une précision et une discrétion absolue. Lieutenant, lui expliqua personnellement le commandant Lebrun. Cette reconnaissance peut déterminer le succès ou l'échec de notre dernière chance de stopper l'avance allemande. Conscient des enjeux, Moncler prépara cette mission avec un soin méticuleux, étudiant les cartes pendant des heures, mémorisant chaque détail du terrain, planifiant plusieurs itinéraires de fuite en cas d'interception. Sa réputation était maintenant si établie que les mécaniciens de l'escadrille surnommaient affectueusement son MS 406 l'insaisissable, référence à sa capacité apparemment surnaturelle d'échapper aux chasseurs ennemis. Le décollage eut lieu à l'aube du 19 mai, par un temps couvert qui offrait une protection relative contre la détection aérienne. Moncler progressait vers Cambrai en utilisant ses techniques habituelles de vol discret, rasant le sol, suivant les vallées, évitant soigneusement les zones de forte concentration allemande. Cette prudence était justifiée. Depuis son exploit du 12 mai, les patrouilles ennemies avaient considérablement renforcé leur vigilance dans son secteur d'opération. Arrivé au-dessus de Cambrai vers 7h30, Moncler découvrit avec stupéfaction l'ampleur des préparatifs allemands. Des centaines de chars, de véhicules blindés et de pièces d'artillerie s'amassaient dans les faubourgs de la ville, préparant visiblement une offensive massive vers Paris. Ces photos seraient cruciales pour l'état-major français, mais leur obtention s'annonçait particulièrement périlleuse en raison de l'intense activité aérienne ennemie au-dessus de la zone. C'est au moment où il achevait sa mission photographique que Moncler aperçut, convergeant vers sa position, une formation encore plus impressionnante que celle qu'il avait affrontée une semaine plus tôt, 42 Messerschmitt, 109, de 2 Gruppen différents, dirigés personnellement par Hauptmann Müller, qui avait juré de venger son humiliation précédente. « Diesmal entkommen Sie nicht. Cette fois, vous ne m'échapperez pas », gronda l'Allemand en identifiant le chasseur français isolé qu'il traquait depuis des jours. Moncler comprit instantanément qu'il ne pourrait pas reproduire exactement la même tactique que la semaine précédente. Les Allemands, ayant analysé ses méthodes, avaient adapté leur stratégie en déployant leurs forces sur plusieurs niveaux d'altitude et en coordonnant leur approche pour lui couper toutes les routes de fuite possibles. Cette fois, murmura-t-il en évaluant rapidement la situation tactique, il va falloir innover encore plus. Au lieu de fuir immédiatement vers le sol comme l'attendaient ses adversaires, Moncler prit une décision qui stupéfia même ses ennemis les plus expérimentés. Il fonça directement vers le centre de la formation allemande, exploitant l'effet de surprise totale de cette manœuvre apparemment suicidaire. « Il est devenu fou !» s'exclama l'Oberleutnant Schmitt en voyant le chasseur français se précipiter tête baissée dans leur dispositif.
Cette attaque frontale, contraire à tous les principes tactiques enseignés, visait en réalité à créer la confusion nécessaire à l'exécution d'un plan encore plus audacieux que celui qui l'avait rendu célèbre. Traversant la formation allemande à pleine vitesse, Moncler tira quelques rafales de ses armes pour maintenir l'illusion d'un combat conventionnel, avant de piquer brutalement vers une couche nuageuse dense située à 2000 mètres d'altitude. Cette couverture météorologique, qu'il avait soigneusement repérée durant sa montée vers Cambrai, constituait l'élément clé de sa nouvelle stratégie d'évasion. Les Messerschmitt, surpris par cette manœuvre inattendue, se lancèrent à sa poursuite dans les nuages, perdant immédiatement toute coordination tactique dans cette soupe blanchâtre où la visibilité ne dépassait pas quelques mètres. Dans l'obscurité cotonneuse de la couche nuageuse, Moncler démontra une fois de plus les compétences de navigation aux instruments acquises durant ses années de pilote de transport. Volant uniquement aux instruments gyroscopiques, il modifia radicalement son cap et sa vitesse, créant une trajectoire imprévisible qui désorienta complètement ses poursuivants. Les pilotes allemands, formés principalement au combat visuel, se trouvaient dans leur élément le moins favorable, obligés de voler aux instruments dans un environnement où leur supériorité numérique devenait un handicap plutôt qu'un atout. Pendant 15 minutes interminables, ce jeu de cache-cache aérien se déroula dans l'aveuglement total des nuages, ponctué par les apparitions furtives d'ombres menaçantes qui disparaissaient aussitôt. Moncler utilisait sa connaissance intuitive de l'aérologie pour exploiter les courants ascendants et les zones de turbulence, manœuvrant dans cette mer cotonneuse avec l'aisance d'un poisson dans l'eau. Plusieurs Messerschmitt manquèrent de peu la collision entre eux, leurs pilotes désorientés par cette poursuite dans un environnement hostile où leurs repères habituels avaient disparu. C'est au moment où Müller ordonnait à ses pilotes de prendre de l'altitude pour sortir de cette nasse nuageuse que Moncler exécuta la partie la plus brillante de son plan. Au lieu de fuir, il suivit discrètement la formation allemande dans sa remontée, se camouflant dans leur angle mort arrière. Cette manœuvre d'une audace inouïe le plaçait temporairement en formation avec ses propres chasseurs, situation paradoxale où le chassé devenait momentanément invisible aux yeux de ses chasseurs en se dissimulant parmi eux. Émergeant des nuages en même temps que les Messerschmitt, Moncler maintint sa position dans leur formation pendant plusieurs minutes cruciales, profitant de la confusion générale pour s'orienter et choisir sa route de fuite définitive. Les pilotes allemands, concentrés sur la recherche de leur proie dans le ciel dégagé, ne remarquèrent pas immédiatement la présence de ce 43e chasseur qui volait tranquillement à quelques dizaines de mètres d'eux. Cette invisibilité psychologique, basée sur l'audace pure, révélait une fois de plus le génie tactique exceptionnel du pilote français. « Wo ist der französische Pilot » ? Où est le pilote français ? Demandait rageusement Müller dans son radio, scrutant vainement l'horizon à la recherche de sa proie évaporée. Ces pilotes, éparpillés par la poursuite dans les nuages, reprenaient progressivement leur formation tout en continuant leur recherche. Aucun d'eux n'imaginait que l'objet de leur chasse volait paisiblement au milieu d'eux, profitant de leur propre protection pour planifier tranquillement son évasion finale. Quand un jeune pilote allemand finit par remarquer la présence incongrue de ce Messerschmitt aux marquages étranges, Moncler avait déjà repéré sa route de fuite idéale. Une vallée encaissée qui s'étendait vers l'ouest, bordée de forêts denses, qui offrirait une couverture parfaite pour un nouveau vol à basse altitude. « Achtung! Da ist ein französischer Jäger bei uns. Attention! Il y a un chasseur français parmi nous !» hurla l'Allemand dans son micro. Mais Moncler avait déjà basculé son appareil dans un piqué vertical, disparaissant une fois de plus vers le sol, avant que les Messerschmitt ne puissent réagir efficacement. La descente vers la vallée se transforma en une nouvelle démonstration de vol acrobatique à basse altitude, Moncler enchaînant les virages serrés entre les collines boisées avec une précision millimétrique qui défaut toute poursuite efficace. Les Allemands, exaspérés par cette nouvelle fuite, tentèrent de le suivre dans ce relief hostile, mais plusieurs d'entre eux durent renoncer face au risque de collision avec le terrain. Müller lui-même, malgré sa rage de vaincre, dut admettre que son adversaire maîtrisait un type de vol qu'aucune école de chasse allemande n'enseignait. Cette seconde évasion spectaculaire face à une force supérieure consolidait définitivement la réputation légendaire de Moncler. Non seulement il avait survécu à une seconde confrontation impossible, mais il avait démontré que ses exploits précédents n'étaient pas le fruit du hasard, mais bien l'expression d'un génie tactique exceptionnel, capable de s'adapter à toutes les situations.
Cette consistance dans l'excellence transformait le pilote rejeté en véritable stratège de l'aviation de guerre. Le retour triomphal de Moncler à Reims-Champagne vers 11h30, porteur des précieuses photographies de Cambrai et auréolé d'un nouvel exploit face à 42 Messerschmitt, déclencha une véritable euphorie sur la base aérienne. Les mécaniciens, pilotes et officiers se rassemblèrent spontanément sur le tarmac pour accueillir celui qui était devenu en quelques jours la fierté de l'aviation française. Le capitaine Dubois, visiblement ému par ses prouesses répétées, serra longuement la main de son subordonné exceptionnel. « Moncler, vous ne cessez de nous étonner. Comment diable faites-vous pour transformer chaque mission impossible en victoire française ?» L'analyse immédiate des photographies rapportées de Cambrai révéla des informations stratégiques d'une importance capitale pour la conduite des opérations françaises. Les clichés montraient clairement l'ampleur des préparatifs allemands pour une offensive majeure vers Paris, mais révélaient aussi des points faibles dans le dispositif ennemi que l'état-major pourrait exploiter. Le commandant Lebrun, arrivé en urgence pour examiner ces documents, ne cachait pas son admiration. « Ces renseignements valent une division entière, lieutenant. Vous venez peut-être de nous donner les moyens d'organiser une défense efficace. » Cependant, au-delà de la valeur militaire immédiate de sa mission, l'exploit de Moncler prenait une dimension symbolique considérable pour le moral de l'armée française tout entière. À l'heure où les nouvelles du front terrestre étaient uniformément catastrophiques, avec l'effondrement progressif des défenses françaises face à la blitzkrieg allemande, ce pilote solitaire offrait enfin un exemple éclatant de supériorité française face à l'envahisseur. Son histoire se répandait dans toutes les unités, redonnant espoir aux soldats découragés par la succession des défaites. Le soir même, Moncler fut convoqué en urgence au grand quartier général de Vincennes pour un briefing personnel avec l'état-major suprême. Cette convocation exceptionnelle témoignait de l'intérêt que portaient les plus hautes autorités militaires à ces méthodes tactiques innovantes. Durant le trajet en voiture vers Paris, escorté par une patrouille de motocyclistes, il mesurait l'ampleur de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Il était devenu bien plus qu'un simple pilote de chasse. Il incarnait l'esprit de résistance français. L'entrevue avec le général Gamelin, commandant en chef des forces françaises, se déroula dans l'atmosphère tendue du bunker souterrain de Vincennes, où s'organisait désespérément la résistance à l'invasion allemande. « Lieutenant de Moncler », déclara solennellement le généralissime, « vos exploits individuels redonnent confiance à nos troupes dans un moment critique. Nous souhaitons que vous acceptiez une mission d'une importance exceptionnelle qui pourrait influencer le cours de cette guerre. » Cette proposition mystérieuse allait transformer radicalement la carrière du jeune pilote. La mission proposée à Moncler dépassait largement le cadre traditionnel du combat aérien. Il s'agissait d'organiser et de diriger une unité spéciale de reconnaissance profonde, composée de pilotes volontaires formés selon ces méthodes non conventionnelles. Cette escadrille d'élite, baptisée officiellement « Groupe de reconnaissance spéciale Moncler », aurait pour mission de pénétrer au cœur du dispositif allemand, pour y collecter des renseignements cruciaux et y mener des actions de harcèlement. « Vous aurez carte blanche », précisa le général Vuillemin, « pour recruter vos hommes et développer vos tactiques. » Cette proposition, flatteuse mais redoutable, plaçait Moncler devant un dilemme moral complexe. D'un côté, cette promotion représentait la consécration définitive de ses méthodes et la reconnaissance officielle de son génie tactique. De l'autre, elle l'éloignait du combat aérien direct qu'il aimait passionnément pour le projeter dans un rôle de commandement et de formation qui correspondait mal à son tempérament individualiste. « Messieurs, » répondit-il après une longue réflexion, « j'accepte cette mission si je peux continuer à voler personnellement en opération. Je ne suis pas fait pour diriger depuis un bureau. » Cette condition, acceptée par l'état-major qui comprenait que l'efficacité de Moncler résidait justement dans son engagement personnel, scella la création de cette unité d'élite qui allait révolutionner les méthodes de l'aviation française. Le recrutement des volontaires commença immédiatement parmi les pilotes expérimentés de toutes les escadrilles, nombreux à souhaiter servir sous les ordres du héros national. Moncler sélectionna personnellement ses futurs équipiers selon des critères originaux, expérience du vol de transport, capacité d'improvisation et surtout courage moral exceptionnel. Le lieutenant Garcin fut naturellement le premier volontaire retenu, suivi par plusieurs autres pilotes de l'escadrille de Reims qui avaient bénéficié de l'enseignement informel de Moncler.
À ces noyaux furent ajoutés des pilotes de transport expérimentés, des navigateurs spécialisés en vol de nuit, et même quelques pilotes civils réquisitionnés qui apportaient leur connaissance du territoire français. Cette composition hétéroclite, inhabituelle pour une unité militaire, reflétait la philosophie non conformiste de son commandant. L'entraînement du groupe de reconnaissance spéciale commença immédiatement sur une base secrète établie près de Lyon, loin des zones de combat mais proche des Alpes qui offraient un terrain d'instruction idéal pour le vol à basse altitude. Moncler y développa un programme de formation révolutionnaire qui combinait techniques de pilotage extrême, navigation de précision et tactiques d'évasion innovantes. Chaque pilote devait maîtriser le vol aux instruments dans toutes les conditions météorologiques, la navigation sans radio ni repère visuel, et surtout l'art de penser comme l'ennemi pour anticiper ses réactions. Les premiers résultats de cette formation exceptionnelle se manifestèrent rapidement lors d'exercices d'entraînement qui stupéfièrent les observateurs de l'état-major. Les pilotes de Moncler démontraient une capacité remarquable à pénétrer des défenses simulées, à collecter des renseignements dans des conditions impossibles et à s'échapper de situations tactiquement désespérées. Ces hommes volent comme des fantômes, observa admirativement le colonel Leroux. Ils semblent capables de se matérialiser et de disparaître à volonté. Cette période de formation intensive fut brutalement interrompue par l'armistice du 22 juin 1940, qui plongea Moncler et ses hommes dans un dilemme moral déchirant. Fallait-il accepter la défaite et se soumettre aux conditions de l'armistice, ou continuer le combat selon l'appel lancé depuis Londres par un certain général de Gaulle? Pour Moncler, la réponse ne faisait aucun doute. Un pilote qui avait humilié 2 fois la Luftwaffe ne pouvait accepter la capitulation sans combattre jusqu'au bout. Sa décision allait l'entraîner vers une nouvelle aventure, plus périlleuse encore que ses exploits précédents. La décision de Moncler de rallier la résistance naissante plutôt que d'accepter l'armistice transforma radicalement sa mission et celle de son groupe de reconnaissance spéciale. Dans les jours chaotiques qui suivirent la signature de l'armistice, tandis que l'armée française se désintégrait et que les autorités de Vichy prenaient le contrôle du territoire, Moncler réunit secrètement ses pilotes pour leur proposer de continuer le combat dans la clandestinité. « Messieurs, leur déclara-t-il solennellement dans le hangar désert de leur base lyonnaise, la France officielle a peut-être capitulé, mais l'esprit français, lui, ne capitule jamais. Qui est prêt à me suivre dans cette nouvelle guerre? » La réponse fut unanime. Les 23 pilotes du groupe choisirent de suivre leur commandant charismatique dans cette aventure incertaine, abandonnant famille, carrière et sécurité personnelle pour préserver leur honneur militaire. Cette fidélité absolue témoignait de l'ascendant moral exceptionnel que Moncler avait acquis sur ses hommes grâce à ses exploits répétés et à son leadership inspirant. Le lieutenant Garcin exprima l'opinion générale. « Mon commandant, après avoir volé avec vous face à l'impossible, comment pourrions-nous accepter la défaite maintenant? Nous vous suivrons jusqu'au bout. » L'organisation de cette résistance aérienne clandestine nécessitait des moyens logistiques considérables et une discrétion absolue. Moncler utilisa ses contacts personnels dans l'industrie aéronautique française pour créer un réseau de bases secrètes cachées dans des hangars abandonnés, des propriétés privées et même des grottes aménagées dans les contreforts alpins. Ces installations, camouflées avec un art consommé, abritaient les avions récupérés lors de l'effondrement de l'armée française. MSUE 406, De Wettin D520 et même quelques potées 63 de reconnaissance transformées pour les missions spéciales. Le financement de cette organisation clandestine pose des défis considérables que Moncler résolut avec l'ingéniosité qui le caractérisait. Exploitant ses relations familiales dans le négoce toulousain, il établit un réseau de financement discret, basé sur le commerce de vins et de produits agricoles qui masquait efficacement les transferts de fonds nécessaires aux opérations. Cette couverture commerciale permettait également de justifier les déplacements fréquents de ces hommes à travers la France, déplacements indispensables à leur mission de renseignement et de liaison. Les premières opérations du groupe clandestin commencèrent dès juillet 1940, ciblant les installations allemandes d'occupation et les collaborateurs français qui facilitaient l'effort de guerre ennemi. Ces missions, menées avec la discrétion de fantômes, semèrent la confusion dans les rangs allemands qui ne parvenaient pas à identifier l'origine de ces attaques aériennes mystérieuses. Un dépôt de carburant près de Dijon fut détruit par un bombardement de précision. Une station radio allemande en Normandie fut neutralisée par un raid nocturne, créant un climat d'insécurité permanente chez l'occupant.
L'impact psychologique de ces opérations dépassait largement leur valeur militaire directe. La population française, abattue par la défaite, découvrait avec espoir que des Français continuaient à combattre l'envahisseur. Les communiqués clandestins signés « Groupe Montclair » circulaient de main en main, redonnant courage aux patriotes et démontrant que la résistance était possible. « L'esprit de Montclair vole encore », écrivait un tract distribué à Paris. « La France libre aura ses ailes ». Cependant, cette activité clandestine exposait constamment Montclair et ses hommes au risque de l'arrestation et de l'exécution. Les services de renseignement allemands, dirigés par des professionnels compétents, resserraient progressivement leur surveillance du territoire français. Plusieurs fois, le groupe échappa de peu aux rafles, sauvé par l'efficacité de son système de renseignement et par la complicité active de nombreux Français qui protégeaient ces héros de l'ombre. L'exploit le plus spectaculaire du groupe eut lieu en septembre 1940, quand Montclair lui-même dirigea personnellement un raid audacieux contre l'aérodrome de Lille, où stationnaient des chasseurs de la Luftwaffe. Cette opération, menée en pleine nuit par 3 MS, 406 camouflés, détruisit ou endommagea 12 avions allemands et élimina un dépôt de munitions. Le raid fut exécuté avec une précision chirurgicale, les pilotes français disparaissant dans la nuit avant que les défenses allemandes ne puissent réagir efficacement. Cette attaque provoqua une fureur considérable chez les autorités d'occupation, qui lancèrent une chasse à l'homme impitoyable contre les responsables. Des récompenses considérables furent promises pour la capture de Montclair, devenu l'ennemi public numéro 1 du Reich en France. Cependant, la protection populaire dont jouissait le héros national rendait sa traque extrêmement difficile. Partout en France, des patriotes se mobilisaient spontanément pour protéger celui qui incarnait la résistance française. L'automne 1940 marqua l'apogée de l'activité du groupe Montclair, qui multipliait les opérations audacieuses contre l'occupant, tout en développant ses liaisons avec Londres et les autres mouvements de résistance. Montclair lui-même établit des contacts secrets avec les services britanniques, transmettant des renseignements cruciaux sur les préparatifs allemands et recevant en retour des armes, des munitions et des équipements de communication modernes. Cette coopération internationale transformait progressivement son groupe artisanal en organisation militaire professionnelle. Cependant, cette intensification de l'activité clandestine ne pouvait durer éternellement sans conséquences tragiques. Le 15 novembre 1940, la Gestapo, agissant sur une dénonciation, encercla simultanément 3 bases secrètes du groupe dans la région lyonnaise. Montclair, présent sur l'une d'elles pour une réunion de coordination, se retrouva pris au piège avec 6 de ses pilotes les plus fidèles. La bataille qui s'ensuivit allait écrire la page finale, glorieuse et tragique, de l'épopée du pilote rejeté, devenu héros légendaire de la résistance française. Dans cette ultime confrontation, Montclair allait démontrer une dernière fois que le courage et l'intelligence tactique pouvaient triompher même dans les situations les plus désespérées, prouvant définitivement que les jugements de l'école de l'air avaient été non seulement injustes, mais tragiquement aveugles sur le potentiel exceptionnel de ce pilote hors du commun qui avait transformé ses défauts en vertus héroïques.